Et du coup, ce que je vous propose tout simplement, c'est de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, je m'appelle Miko, ça fait maintenant presque 13 ans que je travaille sur les questions polaires, d'abord l'Antarctique, puis l'Arctique. Et du coup, je suis spécialiste plutôt des questions industrielles, de géopolitique et de gouvernance, pas véritablement des questions de sciences dures ou de sciences climatiques. Et je suis très heureux de partager du coup cette table ronde avec Marie-Noëlle Lousset pour justement faire une belle complémentarité, en tout cas j'espère, avec nos différents sujets. Alors du coup, j'ai simplement intitulé mon intervention comme le séminaire, tout simplement, l'Arctique, un océan du 21e siècle. Alors, Amiral, vous aviez dit dans les mails de préparation que j'allais certainement dire que oui, l'Arctique n'est pas qu'un océan. C'est vrai, je vais certainement dire que l'Arctique n'est pas qu'un océan. Mais avant toute chose, peut-être que la première des choses à dire, c'est que l'Arctique, qu'il soit un océan ou pas, c'est surtout la zone de la planète qui se réchauffe le plus, évidemment, aujourd'hui sur la planète, 2 à 3 fois plus vite que le reste de la planète sur la moyenne de la zone. Et puis, certaines parties de l'Arctique, on va voir des températures augmenter à un rythme 6, voire 7 fois supérieur, par exemple, dans le cœur de la Sibérie orientale par rapport au reste de la planète. Et donc, pourquoi l'Arctique est un océan du 21e siècle? Alors, pour répondre à cette question, je partirai sur 3 points. Le premier point, c'est que l'Arctique est évidemment au cœur des enjeux climatiques et du coup, je ne vais pas le traiter, cet élément-là, puisque ce n'est pas ma spécialité, tout simplement, et que d'autres le feront bien mieux que moi. Le deuxième élément, c'est que l'Arctique est au cœur de la plupart des grands enjeux industriels de notre époque. Je vais essayer d'en parler au maximum. Et puis, le troisième point, c'est évidemment les questions de gouvernance puisque l'Arctique est aussi à la fois un phare du monde, pourrait-on dire, en matière d'inclusivité de la gouvernance, mais pour autant, il y a quand même une forme de classicisme dans cette gouvernance de l'Arctique avec pléthore, une multiplicité d'acteurs, une multiplicité de forums, de capacités de dialogue, de manières aussi de mener cette diplomatie arctique. Et on va voir que certains États arrivent très bien à développer cette approche multiscalaire de l'Arctique, tandis que d'autres sont peut-être un petit peu plus en retard ou en tout cas n'ont pas forcément cette approche complètement bien intégrée sur tous les plans. Donc, le principal sujet qui est le mien en Arctique, c'est l'idée de comment va s'organiser la dimension industrielle, la dimension socio-économique, la dimension gouvernance et militaire dans un monde où l'enjeu majeur est de rester à maxima, je dis bien là encore une fois, ce n'est pas pour rassurer les gens, c'est juste pour dire là c'est le dernier carat, il faut rester au maximum en dessous d'une augmentation de 2,5 degrés par rapport au reste, par rapport à l'ère pré-industrielle d'ici 2100. Et de fait, pour faire ça, toutes les études, la littérature très très abondante sur ce sujet démontrent que la seule façon d'y arriver, c'est de laisser la majeure partie des ressources du sous-sol de l'Arctique dans le sous-sol de l'Arctique et en même temps de devenir un monde neutre en carbone, ce qui ne va pas être évident, comme on va le voir. Cependant, on est dans une période, là, en 2020-2021, où l'un des bons côtés du Covid, parce qu'on va essayer de voir le verre à moitié plein aussi, si c'est possible, du coup, l'un des bons côtés du Covid, c'est que finalement, sur cette année 2020-2021, il y avait une dynamique engagée par le Royaume-Uni à partir de juin 2019 en matière d'engagement gouvernemental pour de la neutralité carbone à l'échelle nationale qui n'a pas forcément été tout de suite suivi par les grands pays de la planète. Et il se trouve que donc les plans de relance post-Covid, d'abord à partir du mois de mai-juin, puis dans la seconde vague à l'automne, puis là maintenant début 2021, font tous, là aussi, de manière très consensuelle finalement, la part belle à cette ambition de neutralité carbone. Maintenant, évidemment, il faut pondérer ça avec le fait que même si beaucoup d'États autour de la planète ont choisi de prendre des engagements net zéro, certains les ont pris comme la Finlande à l'horizon 2035, donc ça c'est vraiment demain matin, et d'autres comme la Chine parlent de 2060, d'autres parlent encore de 2080, voire d'autres parlent encore de 2100, donc en gros, laisse les autres faire le boulot. Donc pour faire simple, prendre un engagement net zéro, c'est bien, ça initie quelque chose, ça envoie un signal positif, mais ça ne suffit pas. Et un autre point qui est assez intéressant aussi, c'est que comme l'a montré le dernier sondage de la Banque Investissement Européenne sur ces questions, sur la question de transition énergétique, finalement, il y a une appétence pour des mesures écologistes plus radicales aujourd'hui en Chine ou en Asie en général qu'en Europe ou qu'en Amérique du Nord. Ça aussi, c'est un élément à prendre en compte puisque de fait,
s'il se joue une transition énergétique majeure à l'échelle de la planète et donc une redéfinition d'un certain nombre d'équilibres à partir de ces enjeux énergétiques, et bien de fait, aujourd'hui, ceux qui ont peut-être le plus d'allant, ceux qui ont le plus d'envie et qui partagent cela entre les décideurs et la population, c'est plutôt côté asiatique qu'on va trouver la dynamique la plus forte. Donc, à ce stade, sur ces ambitions de neutralité carbone qui impactent de fait l'Arctique, puisque plus on est neutre en carbone et plus effectivement on va pouvoir sauver entre guillemets l'Arctique, eh bien, comme vous le voyez, ça avance puisque la moitié des émissions de CO2 de la planète aujourd'hui sont couvertes par des engagements net zéro et la moitié du PIB de la planète est aussi couvert par des engagements net zéro en attendant l'engagement de l'administration Biden qui devrait donc faire basculer ce chiffre-là, ce taux-là, vers les 65% du PIB de la planète couvert donc par des engagements net zéro. Bref, je continue là-dessus. Parce que d'un côté, donc, il y a ceux qui s'engagent, ceux qui parlent de neutralité carbone, ceux qui développent du coup des applications industrielles, de la R&D, j'en passe et des meilleurs, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et puis, il y a ceux qui, pendant qu'ils font cela, vont en même temps, c'est un mot à la mode, n'est-ce pas, faire ce qu'il faut pour quand même essayer de voir quelles sont les opportunités à aller chercher, en particulier en Arctique. Et du coup, je vous propose de prendre 2 minutes pour regarder ce petit extrait qui est assez symbolique de ce qui se passe aujourd'hui entre la France et la Chine, deux puissances non arctiques dans l'Arctique. Et vous allez voir que ça peut peut-être surprendre certains. En septembre, le Tianhe fait escale au terminal Radicatel du port de Rouen. Une révolution en termes de transport maritime, car c'est la première fois qu'un cargo brise-glace fait escale dans un port français après avoir emprunté la route arctique. Ce nouveau passage nord-est ouvre à la Chine la possibilité de livrer plus vite ses marchandises à l'Union européenne, son principal partenaire commercial. Cette nouvelle route peut changer la donne du commerce mondial, car elle est plus rapide, puisque nous gagnons en moyenne entre 15 à 18 jours de transit time par rapport à la route traditionnelle via le sud. Elle est donc plus économique, mais aussi plus écologique en termes de consommation de fuel. Ce cargo, le Han Tian de l'armateur chinois COSCO Shipping, 4e armateur mondial, est parti de Liangyungang en Chine. Un voyage qui ne peut s'effectuer que quelques mois dans l'année, puisque ce passage arctique ne s'ouvre que lors de la fonte des glaces. Everything going smoothly. Only one small thing happened that some ice, floating ice, did happen again. But then with this vessel, we're ice class, so we overcome all the problems and come here safely and in well good condition now. La marchandise transportée, des éoliennes dont le déchargement a demandé d'importantes opérations de manutention. Un déchargement au terminal de Radicatel qui s'est fait dans les meilleures conditions de sécurité et de fiabilité grâce à l'expertise d'Aropa Port de Rouen. On a des partenaires qui nous font confiance. On a un positionnement économique intéressant, un positionnement géographique idoine. Donc, pour ce marché-là, je pense qu'on a vraiment une belle carte à jouer. Un voyage qui a aussi… Donc, je vous présente ce petit extrait-là qui date de septembre 2018. C'est assez symbolique parce qu'au même moment, dans l'autre sens, notre marine nationale envoyait justement le Rhône, l'amiral connaît évidemment parfaitement, pour faire la première traversée du passage du Nord-Est dans l'autre sens, de l'Europe à l'Asie, via donc l'Arctique, par un navire militaire non russe. Donc, fondamentalement, cette période de septembre 2018 a été très intéressante dans ces deux cas, le cas militaire d'un côté et le cas industriel de l'autre. Pourquoi je vous ai présenté ce petit extrait? Tout simplement pour vous montrer que sur le terrain, on a des acteurs qui, au-delà des questions scientifiques, au-delà des questions purement écologiques, tout simplement sont en train de voir l'opportunité de marché qu'il y a en Arctique. Et ici, vous avez deux grands acteurs français, un de la logistique qui appartient au groupe SNCF, et l'autre, évidemment, Aropa, qui sont évidemment les ports du Havre, de Rouen et de Paris, qui pensent être tout à fait positionnés de manière tout à fait idoine pour toucher ce marché de l'Arctique. Donc, encore une fois, petit hiatus peut-être. En tout cas, en France, on a tout à fait les deux discours qui finalement cohabitent. Et ce n'est pas le seul pays, puisque évidemment, le Tianhe qu'on vient de voir de COSCO Shipping ne vient pas évidemment de France, mais vient d'un autre pays bien lointain, la Chine, qui, elle aussi, est dans une démarche d'essayer de changer, ou en tout cas trouver un intérêt dans la modification des équilibres de gouvernance, des équilibres économiques, des équilibres industriels en Arctique. L'enjeu pour elle, c'est
de trouver de nouveaux équilibres, de les initier évidemment pour que ça matche avec ses intérêts, et dans le même temps de pouvoir avoir un accès privilégié et de longue durée à l'Arctique, que ce soit l'été, que ce soit à mi-saison, que ce soit l'hiver, que ce soit pour des applications industrielles ou des applications scientifiques. Mais pourquoi pas aussi à l'avenir. En tout cas, c'est ce qui fait largement peur, ou largement parler en tout cas, dans la sphère transatlantique comme en Russie, cette idée que la Chine pourrait venir s'immiscer dans l'océan Arctique central, dans ces eaux internationales de l'océan Arctique central qui n'appartiennent à personne, même pas aux 5 pays côtiers de l'océan Arctique, à l'horizon 2040 ou 2050. Et donc, du coup, bouleverser les équilibres qui ont été ceux sur lesquels s'est bâtie la gouvernance de l'Arctique depuis les premières négociations pour un proto-conseil de l'Arctique à partir de 1987. Ici, on pose un grand enjeu océanique. C'est-à-dire que côté russe, l'enjeu, c'est de développer le passage du Nord-Est. Le passage du Nord-Est, qu'il ne faut pas confondre avec la route maritime du Nord. La route maritime du Nord, ou Northern Sea Route, NSR en anglais, c'est tout simplement une partie, seulement une partie de ce passage du Nord-Est. Le passage du Nord-Est, c'est toute la route de transit, full transit, comme ils disent évidemment. Et pour ce qui est de la route maritime du Nord, elle commence au détroit de Bering, pour faire très simple, et elle va jusqu'à la Nouvelle-Zambie, la porte de Kara, du côté occidental. Cette route maritime du Nord, elle a plusieurs particularités, à commencer par ses particularités évidemment réglementaires, puisque l'idée ici, pour la Russie, c'est de se servir de l'article 234 de la Convention de Montego Bay, donc sur le droit de la mer bien sûr, de manière à pouvoir utiliser à son profit des questions de droit environnemental. Alors, pour ceux qui ne voient pas exactement ce que c'est que l'article 234 de la Convention de Montego Bay, qu'est-ce que ça nous dit? En gros, tout simplement, un État côtier peut prendre des mesures réglementaires particulières pour pouvoir préserver l'environnement marin dans une zone de banquise, dans une zone couverte par de la glace. Et du coup, la Russie se sert de ce texte-là pour justement dire, ben voilà, moi, sur ma route maritime du Nord, bon, j'ai de la glace, etc. Donc, je vais utiliser, comme me le permet ce texte-là, de nouvelles capacités, de nouveaux textes, de nouvelles réglementations, de manière à pouvoir tout simplement mieux protéger cette route. Évidemment, ici, il y a une forme d'hypocrisie, ou en tout cas de cynisme, puisque de fait, la réalité des choses, c'est que la Russie se trouve dans une course contre la montre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la glace, la banquise remonte vers le nord, durant évidemment l'été, bien sûr, c'est déjà le cas, mais la mi-saison et puis à terme de plus en plus en fin de mi-saison, l'idée, c'est assez simple ici, c'est que la Russie va devoir créer des précédents réglementaires, des précédents législatifs, de manière à pouvoir tout simplement, une fois que la Russie ne pourra plus invoquer cet article pour préserver cette route maritime du Nord, selon eux, eh bien tout simplement, elle pourra faire jouer ses précédents et dire, ben voilà, nous avons bâti une réglementation pour cette route, qui est la glace ou qui en est moins. De fait, cette réglementation a vocation à rester sur le long terme. Donc ici, de fait, on pourrait parler même d'arsenalisation du droit de l'environnement sans grande difficulté. Mais pour certains États, la route maritime du Nord ou le passage du Nord-Est côté russe, c'est une chose, mais il y a peut-être un intérêt à aller encore plus profondément en Arctique à l'horizon 20 ans. Et encore une fois, 20 ans pour certains, ça paraît loin, mais 20 ans d'un point de vue industriel, c'est tout simplement un cycle d'investissement, c'est-à-dire que les investissements qu'on va consentir aujourd'hui entre 2020 et 2025 vont de fait permettre de développer des technologies, des manières de fonctionner, des optimisations de marché, etc., qui pourront donc devenir particulièrement intéressantes quand elles vont arriver à leur plein déploiement à l'horizon, donc 20 ans, c'est-à-dire 2040-2045, période où la grande majorité de la littérature climatique pour l'Arctique considère que l'Arctique pourrait être libre de glace plus de 6 mois à l'année, et puis surtout que les glaces pourraient être suffisamment friables pour être utilisées, pour être brisées par ces brise-glaces nucléaires que la Russie construit et sur lesquelles je conclurai cette intervention, évidemment à l'horizon donc des années 2040. Donc il y a un État, mais ce n'est pas le seul, qui est particulièrement agressif, au sens particulièrement pushy, qui pousse véritablement
pour pouvoir changer ses équilibres et redéfinir l'Arctique à son avantage là aussi, mais en étant un pays non arctique, donc avec un manque de légitimité assez criant dans le dialogue sur la région, c'est évidemment ici la Chine. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas le seul. Pensez à la Corée du Sud, pensez au Japon, pensez aux Pays-Bas, pensez même à l'Allemagne, à l'Islande ou encore à certains peuples autochtones. On y reviendra sans doute à la fin. Donc, les concepts aujourd'hui que la Chine pousse pour justement quelque part désocéaniser, démaritimiser l'Arctique de manière à pouvoir s'en revendiquer plus proche que ce qu'elle n'est actuellement perçue. Ce sont les concepts que vous voyez ici. Le concept d'abord d'État du proche Arctique, exactement de la même manière que Israël s'est revendiqué un État du Proche-Orient pour créer cette proximité avec l'Europe et puis l'espace transatlantique. De fait, ici, on est dans la même logique avec ce concept d'État dit du proche Arctique. Ici, vous voyez une capture écran d'un reportage de la télé chinoise avec un reporter qui dit être à la Arctic Town, la ville arctique de Chine, dans la province du Heilongjiang. Cette ville arctique n'existe pas, elle est complètement artificielle, elle n'a rien à voir avec l'Arctique, elle est à 1500 km au sud de l'Arctique, c'est le comté de Moha. Ce comté de Moha, c'est donc la zone la plus septentrionale de Chine, frontalière évidemment de la Sibérie russe. Et fondamentalement, ce qu'on va retrouver dans cette Arctic Town, ça va être tout simplement 1 millier de personnes qui sont, pour la très grande majorité, plus de 90%, salariés du ministère des Forêts. Et l'idée ici, pour la Chine, c'est tout simplement de créer de toutes pièces quelque chose qui va lui permettre de montrer à l'Arctique, en jouant sur l'imaginaire ou les imaginaires de l'Arctique, qu'il y a une forme de proximité. Par exemple, dire que l'hiver, il fait moins 45 degrés et il y a de la neige, de la glace, du permafrost, des sculptures sur glace, etc. Donc, que des marqueurs arctiques, voire même encore plus arctiques que certaines parties de l'Islande ou de l'Arctique norvégien qui ne connaissent pas de température aussi fraîche. Donc, ici, la ville arctique chinoise, ça pour le coup, c'est un concept là aussi nouveau qui a une forme d'intérêt, évidemment, par rapport à ces histoires de déstructuration de ce qui avait été défini comme étant arctique ou pas depuis la fin des années 80. Le troisième sujet, le troisième concept, c'est le concept de troisième pôle. Ce concept de troisième pôle, il a été particulièrement incarné depuis la carte publiée par l'Académie des sciences chinoises de 2013, réalisée par l'Institut de géodésie chinoise. Cette carte, vous la voyez à gauche, c'est une carte qui, pour une fois, n'est pas axée sur Beijing, mais qui est axée sur le massif de l'Himalaya et le plateau du Tibet. Et cette carte-là, qui se veut, en tout cas qui a été marketée comme étant la nouvelle carte du monde verticale, eh bien, elle a deux intérêts majeurs, ce n'est pas les seuls, mais deux intérêts majeurs pour ce qui nous occupe aujourd'hui. C'est un, le fait que l'Arctique et aussi l'Antarctique ne sont pas représentés comme des ultra-périphéries sur les bords de la carte, en haut et en bas, mais sont bien au cœur de cette carte-là, comme des connecteurs intercontinentaux. Ça, c'est le premier élément, et surtout, évidemment, l'Arctique. Mais le deuxième élément qui est important, c'est cette proximité, ou en tout cas cet alignement qui a été pensé entre le premier pôle, l'Arctique, le deuxième pôle, l'Antarctique, et donc le massif de l'Himalaya et le plateau du Tibet au milieu. Troisième zone, évidemment, régulatrice du climat. Troisième zone d'eau douce, évidemment, sur la planète. Tout cela, je ne vous l'apprends évidemment pas. Mais au-delà des questions purement politiques, au-delà des représentations, il y a aussi des projets particulièrement concrets, de long terme, qui permettent à la Chine aujourd'hui de venir en Arctique auprès des 8 nations de la région et de dire, bon, peut-être que les équilibres qui ont existé ou que vous avez construits mériteraient d'être modernisés. Le concept que vous voyez sur la carte de droite, c'est ce qu'ils ont appelé le GEI, ou Global Energy Interconnection. Ce concept, c'est tout simplement une idée relativement folle, presque même utopique, basée sur une technologie développée et maîtrisée uniquement aujourd'hui dans le monde par State Grid Corporation of China, qui est la première société énergétique en Chine, c'est le transporteur électrique local. Et fondamentalement, l'idée, elle est assez simple ici, c'est de construire une grille, un réseau électrique mondial intégré, intercontinental. Ça peut vous paraître fou, là encore, ça peut vous paraître beaucoup trop ambitieux, et pourtant,
Là, il y a encore une fois des soutiens relativement importants et puissants. Vous pouvez penser par exemple au secrétaire général des Nations Unies, vous pouvez penser à la Ligue arabe, vous pouvez penser à l'Union africaine, vous pouvez penser évidemment aussi à certains pays de l'Arctique, à des universités occidentales, à des ONG ou encore à des cabinets de conseil ou de grandes banques internationales comme Morgan Stanley ou Santander qui, du coup, soutiennent ce projet-là. L'idée, et là c'est simple, c'est de pouvoir décarboner 80% de la demande énergétique dans le monde en se basant sur 3 grandes énergies renouvelables, le solaire dans la zone intertropicale, l'hydroélectricité que la Chine maîtrise évidemment aussi un peu partout dans le monde, dans les grands deltas et les grands systèmes fluviaux, et puis l'éolien, en particulier en Arctique, où il y a parmi les meilleurs gisements d'éolien au monde à travers l'ensemble de la zone. Mais l'Arctique est aussi un enjeu du 21e siècle par rapport à ce projet, puisque c'est par l'Arctique que pourraient être connectées ces différentes grilles intercontinentales si un jour elles voyaient évidemment le jour. Ça peut vous paraître encore une fois loin, mais c'est un objectif porté par le président Xi Jinping, présenté à l'Assemblée générale de l'ONU en 2015 dans la foulée, ou plutôt je devrais dire en amont des négociations sur l'accord de Paris, et qui se veut être réalisé à l'horizon 2049 et pour lequel il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table. Mais comme je vous disais, la Chine n'est pas le seul pays à proposer ce genre de rééquilibrage, dirons-nous, en Arctique. On va retrouver la Corée du Sud, par exemple, on va retrouver aussi le Japon, tous ces pays d'Asie du Nord-Est qui cherchent à exprimer une forme de proximité avec l'Arctique, proximité stratégique bien sûr, mais proximité avant toute chose climatique, scientifique et économique, puisque ici, ces différents pays tout simplement se présentent comme des pays qui vont être impactés certainement négativement par les évolutions dramatiques évidemment du climat en Arctique. Et paradoxalement, un petit peu comme ce que j'évoquais au début de ma présentation sur la France, l'idée c'est aussi de dire il y a cette proximité, donc c'est plus facile pour nous d'aller exploiter évidemment ces nouvelles routes, ces nouvelles ressources, ou en tout cas de développer de nouvelles relations avec notre Nord. Donc aujourd'hui, là où il va y avoir une grande difficulté dans la gouvernance de l'Arctique, c'est que de fait, il y a des liens qui existent entre les différents pays de l'Arctique, les liens évidemment étant peut-être encore renforcés dans certaines régions, par exemple entre les pays phéno-scandiens ou par exemple entre les 5 pays côtiers de l'océan Arctique. Mais ce qui frappe, c'est que qu'on soit au Conseil de l'Arctique ou qu'on soit dans d'autres institutions plus ou moins formelles, il n'y a pas de définition commune, il n'y a plus de définition commune de ce qui est arctique, de l'arcticité ou de la nordicité, telle qu'on pouvait l'imaginer. Et du coup, si vous avez un État bien organisé, qui a une démarche offensive pour justement essayer de changer ces équilibres, ou en tout cas de créer de nouveaux narratifs, à tout le moins, et bien du coup, il n'y a pas une boulevard, il n'y a pas une avenue, mais avec une approche multiscalaire, ça peut fonctionner. Alors, l'approche multiscalaire, ça veut dire quoi? Il y a évidemment les relations intergouvernementales qu'on a évoquées tout à l'heure, il y a les relations en termes de diplomatie scientifique, en termes de diplomatie économique, il y a évidemment la structuration de la connaissance, et là, typiquement, vous avez devant vous les 6 Blue Books de la région arctique qui ont été publiés en Chine depuis 2014, sur la période jusqu'à maintenant, malgré le white paper, le livre blanc chinois sur l'Arctique de 2018, tout cela ne s'est évidemment pas arrêté puisque c'est un travail en progrès. L'idée aussi, c'est de générer une forme de masse critique en utilisant par exemple des acteurs scientifiques. La création en 2004 du Forum asiatique des sciences polaires avec le Japon, la Corée du Sud, puis l'agrégation d'autres pays de la région a permis là aussi de générer une forme de masse critique, ou en tout cas de développer des vecteurs de dialogue où les 3 grands pays de cette Asie du Nord-Est vont pouvoir s'appuyer sur d'autres puissances, chercheurs et financeurs pour pouvoir, là encore, arsenaliser, dans une certaine mesure, évidemment, la recherche scientifique sur les pôles, l'Arctique comme l'Antarctique, dans cette initiative. De la même manière, si les 3 pays, Corée du Sud, Japon et Chine, partagent les mêmes intérêts, ou en tout cas essayent de développer le même type d'industrie vers l'Arctique, notamment l'industrie du maritime, l'industrie du numérique, des télécommunications,
le spatial de défense, etc., de fait, il y a petit à petit des convergences qui émergent. Et cet outil qui a été créé du coup en 2016, le dialogue de haut niveau trilatéral sur l'Arctique entre la Chine, la Corée du Sud et le Japon, permet là aussi non pas forcément de développer des stratégies communes aux trois États, qui sont tous les trois observateurs au Conseil de l'Arctique et tous les trois engagés économiquement, industriellement dans la zone et scientifiquement aussi. L'idée ici, ça va être de, encore une fois, essayer de structurer des discours, ou en tout cas des narratifs communs autour donc, de la pénétration des acteurs nord-est asiatiques vers l'Arctique, en jouant sur quelque chose qui aujourd'hui est mal appréhendé par beaucoup d'acteurs en Arctique, et en particulier les peuples de l'Arctique canadien, l'Alaska, le Groenland ou encore l'Islande, c'est la notion d'asymétrie stratégique. Et là, avec cette carte-là, j'essaie de vous donner un exemple concret avec le jumelage entre Weihai et Ilulissat. Ici, on se parle de deux localités en Chine d'un côté, dans le Shandong, et au Groenland de l'autre côté, qui ont à peu près les mêmes activités économiques. D'un côté, vous allez retrouver évidemment le secteur du tourisme, et de l'autre côté, vous allez retrouver le secteur de la transformation des produits de la pêche, et plus généralement de la pêche tout court. Ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un acteur de 2,5 millions d'habitants qui va sceller un accord complètement asymétrique, là encore, avec un acteur de 4 000 habitants. Et évidemment, la relation, elle est quasiment à sens unique dans cette structuration-là. Et ce n'est pas la seule, c'est-à-dire que qu'on pense l'Arctique en termes de diplomatie municipale, qu'on pense l'Arctique en termes de diplomatie régionale ou en termes de diplomatie intergouvernementale, on va retrouver avec un acteur comme la Chine, mais c'est vrai aussi dans une moindre mesure avec le Japon ou avec la Corée du Sud, des approches qui vont de fait être multiscalaires pour ce qui est des pays non arctiques qui veulent pénétrer la zone, et des approches qui vont être relativement asymétriques, donc, et parfois à leur détriment pour les acteurs de l'Arctique même. Typiquement, si je prends un exemple concret, si je prends la province chinoise du Heilongjiang, donc la province septentrionale de Chine, où notre ami reporter tout à l'heure de la chaîne nationale chinoise nous faisait un petit topo sur le village arctique chinois, qui est donc le comté de Moha. Et bien, quand cette province s'immisce dans les affaires arctiques en allant parler de région à région, par exemple avec la Laponie finlandaise, de fait, on se retrouve avec d'un côté l'acteur arctique qui voit le gros mastodonte arriver, donc de l'autre côté, le Heilongjiang, une population qui est 10 fois supérieure à l'ensemble des populations de l'Arctique, 4 millions pour l'ensemble de l'Arctique, 40 millions environ pour le Heilongjiang, et puis surtout un PIB, une puissance économique qui est quand même bien plus importante côté Heilongjiang que côté Lapon finlandais, puisque de fait, le PIB du Heilongjiang, donc la richesse produite en rythme manuel, elle est à peu près similaire au PIB de la Finlande tout entière. Donc fondamentalement ici, encore une fois, un État qui arrive à bien articuler ces différentes approches intergouvernementales, interrégionales ou intermunicipales, en plus du secteur privé, parvient de fait à pénétrer cet espace arctique mieux que les autres. Et puis, dans le cas de la Chine, il y a des intérêts très, très particuliers, sectoriels, très particuliers, comme par exemple le secteur des terres rares. Là aussi, un autre enjeu du XXIe siècle qui place l'Arctique au cœur des dynamiques dans lesquelles nous sommes, puisque de fait, si la Chine aujourd'hui contrôle 80% environ de la production de terres rares et 90% du marché en tant que tel des terres rares sur la planète, eh bien de fait, le principal concurrent aujourd'hui à la Chine, c'est l'Arctique, justement. L'Arctique russe d'abord, l'Arctique groenlandais ensuite, peut-être l'Arctique canadien, suédois ou norvégien. Là, sur le cas de la Norvège, on va être justement sur des ressources qui ont été identifiées de fond de mer. On est sur des ressources de type nodules polymétalliques dans la mer de Norvège et dans le bas de la mer, dans le sud de la mer de Barents. Donc, ici sur les terres rares, pourquoi c'est important pour nous? Pour une raison assez simple, c'est que si on veut effectivement faire une transition énergétique, si on veut faire une transition numérique, on a besoin a priori de terres rares, et de fait, c'est, comme chacun le sait, j'imagine, un des outils que la Chine
dont la Chine aujourd'hui dispose pour serrer la vis vis-à-vis de ses voisins, mais néanmoins concurrents coréens et japonais, bien sûr, mais surtout à l'échelle mondiale, en allant chercher, en allant préempter finalement les ressources qui pourraient venir la concurrencer, développer à l'étranger, comme par exemple la mine de Kvanefjeld au Groenland, dont la structuration des ressources est relativement similaire à la demande actuelle du marché. Si on prend les sous-familles, les sous-produits de terres rares. Et puis, l'autre sujet, c'est tout simplement que le Groenland est très demandeur, évidemment, puisque la perspective de l'indépendance potentielle, à l'horizon peut-être 2030, peut-être 2040, peut-être 2050, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je sais, du coup, va nécessiter le développement de grands projets et du coup de grands partenariats comme celui-là. Donc là-dessus, encore une fois, on a une relation win-win, hein, comme certains le disent, avec une relation éminemment asymétrique, mais qui reste vue en fonction des intérêts des uns et des autres comme gagnante-gagnante. Et puis, il y a les terres rares, il y a aussi l'uranium. L'Arctique aujourd'hui est l'une des 2 régions les plus nucléarisées du monde, d'un point de vue civil et militaire. Et le sujet ici, c'est que l'Arctique n'est pas juste une région nucléarisée d'un point de vue des applications, c'est aussi une région nucléarisée d'un point de vue des marchés amont, avec évidemment, vous l'avez compris, l'extraction potentielle ou avérée, par exemple au Canada ou en Russie, d'uranium. Donc là, typiquement, encore une fois, les acteurs français ont une position assez particulière, puisque de fait, sur les futures explorations au Groenland, pour de l'uranium, Orano, acteur français évidemment, a réussi à obtenir les licences que vous voyez sur votre droite et qui sont relativement importantes en termes de surface. Pour vous donner un ordre d'idée, les 4 surfaces en rouge que vous voyez là, que Orano va donc exploiter, en termes de superficie, ça représente à peu près la totalité du Vaucluse chez nous. Et puis, il y a aussi la question des terrains. Alors, je ne sais pas si tout le monde a vu le cas TMAC Resources durant l'année 2020. TMAC Resources, c'est une société ontarienne, donc canadienne, d'exploitation aurifère. Et elle s'est mise en vente parce que tout simplement, elle n'avait plus assez de liquidités pour pouvoir exploiter notamment son grand potentiel, la propriété de Hope Bay dans le Nunavut. Et ce qui s'est passé tout simplement, c'est que vous avez eu le gouvernement canadien qui a opposé une fin de non-recevoir à ce rachat de TMAC Resources par SD Gold ou Shandong Gold, qui est une société partiellement détenue par l'État en Chine et qui est l'un des leaders évidemment de l'extraction et exploitation aurifère aujourd'hui dans le monde. Pourquoi le gouvernement canadien s'est opposé à ce rachat? Alors, la mine de Hope Bay, ou la propriété plutôt de Hope Bay, vous la voyez sur votre gauche, vous voyez la carte, c'est une propriété qui est assez importante puisqu'elle fait 80 km du nord au sud et 20 km d'est en ouest. On est ici au cœur du Nunavut canadien et on a une ouverture sur le passage du nord-ouest cette fois-ci. Et du coup, même si le passage du nord-ouest est encore bien loin de devenir une éventuelle autoroute maritime, d'ailleurs, a bien peu de chances de devenir une autoroute maritime comparée au passage du nord-est ou même au passage arctique central, comme les Chinois l'appellent aujourd'hui, à travers les eaux internationales de l'océan Arctique, eh bien, mine de rien, il ne fallait pas, pour le gouvernement fédéral canadien, laisser une société au moins partiellement détenue par l'État en Chine mettre la main sur un terrain aussi important avec une piste d'aviation déjà construite, avec un petit port déjà construit et qui pourrait être éventuellement élargi et qui pourrait éventuellement, selon le gouvernement fédéral canadien, encore une fois, être amené à devenir un point d'ancrage dual, à la fois civil et potentiellement, peut-être pas militaire, mais au moins en termes de renseignements éventuels. Donc, le gouvernement fédéral canadien a bloqué cette vente sur la base, donc, sur le prétexte de sécurité nationale. C'est évidemment pas la première fois que la Chine essaye de récupérer des terrains en Arctique d'une manière ou d'une autre, soit en passant par des sociétés d'État, soit en passant par des sociétés privées, voire des investisseurs individuels. On a pu là-dessus penser à l'Islande en 2011, on peut penser à la Norvège en 2014, puis encore en 2017. On peut penser à la base navale désaffectée de Groenendahl au Groenland en 2018. Bref, il y a eu un certain nombre de cas. Mais il y a une région surtout qui concentre
l'intérêt de tous aujourd'hui, qu'on soit en Arctique ou hors de l'Arctique, c'est cette région, le district autonome de Yamalo-Nenetsi, au cœur de l'Arctique russe, parce que tout simplement, c'est la région qui, du coup, intéresse le plus les acteurs, évidemment, de l'Arctique, mais aussi non arctiques, d'un point de vue purement énergétique. Cette région que vous voyez ici en rouge, à elle seule, représente 80% de la production de gaz naturel russe en 2018. Donc, de fait, que la Russie reste sur une logique d'exploitation massive du gaz naturel pour soutenir ses efforts, en tout cas son narratif de contribution à la transition énergétique mondiale, ou que la Russie passe à l'hydrogène en utilisant soit son gaz, soit des énergies renouvelables, pour le coup, ce qui se passe dans cette région, le district autonome de Yamalo-Nenetsi en Russie, est particulièrement symptomatique des enjeux du XXIe siècle tels qu'ils s'expriment en Arctique. Et fondamentalement, ce que aussi ce genre de projet veut dire, que ce soit le projet Yamal LNG ou Arctic LNG 2, dont on a beaucoup parlé en France récemment avec des mobilisations d'ONG contre l'engagement de Total et des autres sociétés françaises impliquées dans la région comme Technip, GTT, Vinci et bien d'autres, c'est l'idée que la Chine n'a pas besoin d'acheter des terrains pour petit à petit se positionner en Arctique et obtenir une forme de pied de pénétration dans la zone. De fait, ces projets, Yamal LNG et Arctic LNG 2, ils sont les symboles de ce nouvel Arctique, ou en tout cas de cette mondialisation de l'Arctique, à deux titres. Le premier, c'est évidemment le fait que pour construire Yamal LNG, eh bien, on ne va pas construire en Arctique même, on va construire les différents modules de l'usine ailleurs, puis on va les acheminer en Arctique, d'ailleurs en construisant certains navires brise-glace ou au moins un coque renforcé spécifiquement pour ce projet, pour les acheminer, ces modules, depuis donc, comme vous le voyez sur la carte de droite, la Chine et l'Indonésie, jusqu'au site de construction en tant que tel à Sabetha, sur la péninsule de Yamal. Ça, c'est le premier élément qui témoigne de cette mondialisation de l'Arctique. Et là, peu importe qu'il y ait 3 mois de nuit polaire, peu importe qu'il fasse jusqu'à moins 55 degrés sur le site, peu importe que cela nécessite plus de 20 000 travailleurs en même temps dans l'ensemble des chantiers du projet. Bref, il faut y aller parce que c'est rentable, encore une fois. Alors, pourquoi c'est rentable? Eh bien, c'est rentable pour une raison simple. Parce que petit à petit, en Arctique, le sujet qui va se poser, c'est quelle est la place, la contribution de l'Arctique à cette transition énergétique. Alors, je pense que… Ah, voilà, j'ai raté mon petit effet, pardonnez-moi. Je pense que tout le monde sait que depuis les années 1800-1850, l'une des principales difficultés que l'humanité a eues, ça a été tout simplement de petit à petit développer de nouvelles sources d'énergie primaire sans être capable, dans le même temps, de faire en sorte que ces nouvelles sources d'énergie primaire remplacent celles précédentes. Je reformule, quand le charbon débarque au milieu du 19e siècle, commence à être exploité massivement, et bien de fait, ça n'a pas impacté, ça n'a pas remplacé la biomasse traditionnelle. De la même manière, quand le pétrole est arrivé au tournant du XXe siècle, il n'a pas remplacé le pétrole. Pareil ensuite, rebolote pour le gaz naturel à partir des années 50, il n'a pas remplacé le pétrole ou le charbon. Et les énergies, qu'elles soient nucléaires ou renouvelables, n'ont pas remplacé non plus ces éléments-là. Bon. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation énergétique où on veut sauver l'Arctique, on prend des engagements de neutralité carbone, c'est tout ce que j'évoquais donc au début de cette intervention, sans pour autant avoir une énergie ou un mix de sources d'énergie primaire ou de vecteurs d'énergie, donc sources secondaires d'énergie, qui pourraient potentiellement remplacer les énergies fossiles. Donc le challenge, il va être là. Mais il va être renforcé par encore autre chose. Le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément encore d'intérêt de marché à laisser les ressources de l'Arctique dans le sous-sol de l'Arctique, en particulier quand on parle du pétrole et du gaz. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste de tout ce qui a été estimé ces dernières années, depuis une quinzaine d'années en termes de ressources hydrocarbonées en Arctique. Ce que vous pouvez surtout retenir, c'est que depuis les années 2000, on a foré plus de 5000 puits en Arctique, donc 10 000 sur tout le XXe siècle et 5 000 depuis 2000, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui,
quand on pense à du pétrole ou à du gaz en Arctique, eh bien, les seuils de rentabilité d'exploitation de ces grands projets sont des seuils qui sont de plus en plus bas. On n'est plus sur les seuils à 120 $, 100 $ ou 80 $ comme on y était encore il y a 5, 6 ou 10 ans. Aujourd'hui, on a des projets en Arctique de pétrole ou de gaz, onshore comme offshore. Là, pour le coup, c'est l'Arctique océan comme l'Arctique terrestre, ou sur lesquels on va trouver des projets qui donc affichent des seuils de rentabilité aux alentours de 30, 35, 40, 45 $ le baril, donc qui sont exploitables sur du long terme, 25, 30, 40 ans, avec un certain niveau de confiance, même si le pétrole n'est plus évidemment à 100 ou à 140 $ comme c'était en 2014, mais est aux alentours donc de 45 $ ou de 50 en scénario moyen. Ça a été permis par trois choses. La première, c'est évidemment l'intérêt des industriels et des États, mais aussi de certains peuples autochtones, comme par exemple certains peuples autochtones d'Alaska en particulier, de justement accompagner ce développement des hydrocarbures parce que c'était profitable aussi pour eux et elles. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, après le soutien public ou de certaines populations, c'est tout simplement les améliorations de R&D. C'est-à-dire que plus les grands acteurs, comme des petites sociétés, ont pris des licences en Arctique, qu'elles soient onshore ou offshore, ils et elles ont investi ce qu'il fallait pour pouvoir avoir de la R&D, optimiser de plus en plus les schémas d'exploitation. Et typiquement, ce que vous voyez ici, c'est le projet offshore de Johan Castberg dans la mer de Barents, donc Arctique norvégien, dans lequel vous allez avoir tout simplement une optimisation qui a été conduite par des acteurs français. Vous pouvez penser ici à Thales, vous pouvez penser ici à Technip et d'autres pour le compte donc du norvégien Equinor. Ici, sur ce projet-là, la baisse du seuil de rentabilité a été relativement drastique puisque en 6 ans, le seuil de rentabilité affiché par Equinor, anciennement Statoil, pour ceux qui ont connu l'ancien nom, est passé donc de 80 $ le baril à 32 $ le baril, estimé en 2019. Peut-être que ça sera même encore un petit peu moins dans les prochaines années. Donc, il y a eu un certain nombre, comme je vous l'ai dit, de R&D. Il y a eu aussi des changements liés à des façons d'amener cette ressource sur les marchés mondiaux. Et puis l'autre sujet, le troisième sujet, c'est tout simplement, évidemment, le changement climatique qui, encore une fois, ne va pas juste permettre à lui tout seul une accessibilité accrue en Arctique. Tout ça ne serait pas possible sans les investissements en R&D et en technologie, bien sûr, mais du coup, il y a quand même un facteur climatique qui joue sur ce volet-là. Et typiquement, on le voit pour revenir à la Russie, on le voit bien sur le secteur, là on n'est plus vraiment sur l'océan, on est sur le terrestre, on le voit bien sur le secteur minier, où on va retrouver là aussi des champs qui vont être particulièrement rentables et qui vont être de fait aujourd'hui au cœur des politiques d'extraction de ressources côté russe. Alors pour les 5 dernières minutes qui me restent, je vois que je suis à 40 minutes, on va essayer de tenir le temps, promis. Les 5 dernières minutes qui restent, parlons tout simplement de la nouvelle approche du transport maritime dans la zone. Là aussi, on entend un peu tout et n'importe quoi sur le sujet. Alors, ce que je vous propose, c'est tout simplement de, encore une fois, se projeter à l'horizon d'un cycle d'investissement, donc 2041, ou même 2 cycles d'investissement, donc 2061. Ici, qu'on parle de gaz naturel, qu'on parle de vrac, qu'on parle d'hydrogène, qu'on parle tout simplement de pétrole ou de charbon, la logique qui est portée par les Russes, mais qui est soutenue aussi par les Norvégiens, par les Finlandais au niveau de la conception, par les Polonais, les Turcs, les Roumains au niveau de la construction navale, ou encore de la Corée du Sud, du Japon ou de la Chine, que ce soit au niveau de la construction, des applications, des investissements ou en termes tout simplement de clientèle finale, c'est l'idée donc de faire des hubs de transbordement aux 2 frontières de l'Arctique, côté Arctique-Pacifique et côté Arctique européen, de manière à optimiser, là encore, le marché, les technologies et les coûts, en disant il faut que les ressources qui sont extraites en Arctique puissent être sorties de l'Arctique par des navires brise-glace ou à tout le moins un coque renforcé avec des escortes, nucléaires ou conventionnelles d'ailleurs,
Et une fois arrivé à la frontière de l'Arctique, on n'envoie plus nos méthaniers brise-glace ou que sais-je jusqu'à Lianyungang en Chine ou jusqu'à Shanghai ou jusqu'à Montoire de Bretagne ou Dunkerque chez nous ou Isle of Grain. On va à ce moment-là utiliser des hubs de transbordement pour transborder les marchandises sur des navires conventionnels. Donc ça, que ce soit pour le secteur de l'énergie ou pour le secteur du transport de marchandises manufacturées, c'est une perspective qui est tout à fait envisageable à l'horizon d'un cycle d'investissement ou de 2 cycles d'investissement. Et évidemment, plus la demande énergétique en Asie va faire pencher la balance des activités extractives de l'Arctique vers l'Asie, plus ce qui va se passer dans le même temps, c'est que tout simplement, les armateurs vont voir que oui, il y a un business case. Est-ce que ce business case, il va pouvoir concurrencer Suez ou Panama? Là, évidemment, il ne faut pas exagérer. Et jamais, pour le coup, sauf accident majeur qui, je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre, l'Arctique ne va pas concurrencer, remplacer Suez. Par contre, dans la perspective de doublement ou de triplement du transport maritime à l'échelle mondiale d'ici 2050, donc un cycle d'investissement et demi comme le présente l'OCDE, eh bien, fondamentalement, l'Arctique peut prendre une partie sur la niche Asie du Nord-Est, Europe du Nord, ou si l'Islande est prête, ou si la Norvège est prête, ou si la Suède est prête, comme les projets du coup y existent, utiliser cette partie de l'Atlantique Nord pour éclater des marchandises encore plus, d'une part vers l'Europe, mais aussi vers la partie nord-est du continent américain. Donc aujourd'hui, l'impact du secteur de l'énergie et des vraquiers en général est absolument faramineux. On voit les progressions. Évidemment, vous aurez les slides, donc vous pourrez soit faire pause, soit regarder les slides par vous-même ou aller sur le site du CHNL sur lequel vous avez toutes ces données-là pour voir les progressions d'année en année sur les mois d'été, mais aussi sur les mois de mi-saison. Et puis, je vais conclure avec ma dernière minute sur, évidemment, ce dont vous avez certainement entendu parler cet hiver, à savoir tout simplement les méthaniers brise-glace de Yamal LNG, donc du projet à 27 milliards que j'ai évoqué tout à l'heure et qui préfigure ce qui va arriver avec les 21 nouveaux méthaniers brise-glace commandés pour le projet Arctic LNG 2 d'ici à 2027. Et bien, tout simplement, on est ici dans une course, pas forcément au gigantisme, mais en tout cas à l'optimisation de marché. Et cet hiver, il y a eu un cas qui, de fait, va faire tache d'huile, ou en tout cas qui va être au cœur du narratif russe durant la présidence russe du Conseil de l'Arctique à partir du 20 mai prochain et pour 2 ans. C'est l'idée que d'ici 2023, la Russie serait peut-être capable d'ouvrir la route arctique toute l'année, au moins de pratiquer en 2023 les premiers tests, le test expérimental au cœur du mois de mars pour pouvoir démontrer que ce passage est possible, notamment avec les nouveaux brise-glace nucléaires de la classe Arktika, 60 MW de puissance, soit 2 fois plus que le 50 ans de la victoire, qui est le plus puissant jusqu'à maintenant. Donc, cette année, et je conclurai avec ça, rassurez-vous, l'Arctique a été ouvert du 13 mai, la route arctique pour l'Asie, a été ouverte du 13 mai jusqu'au 19 février. C'est la première fois que c'est ouvert aussi longtemps. Évidemment, ce n'est pas ouvert pour tous les navires aussi longtemps, ça c'est l'évidence même. Et évidemment, ce n'est pas si facile. Vous voyez un petit peu la tête que la banquise a quand même, ne serait-ce que dans la mer de Bering, mais ça n'empêche pas le Christophe de Margerie de passer seul. Et puis, quand il arrive dans l'océan central, eh bien là, il est escorté par le 50 ans de la victoire et il sera l'année prochaine escorté certainement par le premier brise-glace nucléaire de la classe Arktika et peut-être en 2027, si les Russes n'accusent pas de retard, par des brise-glace de la classe Leader qui seront 4 fois plus puissants que l'actuel 50 ans de la victoire. Donc, it is happening anyway. Et sur ça, je vais conclure en vous disant que ce n'est pas parce que tout ça arrive et que les Russes savent plutôt bien communiquer qu'évidemment, c'est facile et que c'est bien. Donc là-dessus, je vous cède la parole pour des questions ou pour tout simplement passer à la présentation suivante. Merci en tout cas de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me contacter, à me rejoindre sur les réseaux sociaux du coup, puisque vous en parliez tout à l'heure, Amiral. Donc pour moi,